je prends le contre-pied parce que j'ai eu 2-3 exemples dans ma vie de personnes qui, pendant la Grande Guerre au Liban, donc les 17 ans de bombardements, d'explosions et de grandes guerres, on va dire, la guerre des autres, bien sûr, sur ce territoire. Donc, pendant ces années-là, il y a eu un jeune de 20 ans qui, pendant 15 ans, a fabriqué tous les circuits électroniques du Minitel en France. Il le faisait dans une des zones qui étaient les plus touchées par la guerre du Liban. C'était dans la région du port, et donc c'était une ligne de démarcation. Il y avait des francs-tireurs, des kidnappings, des tueries dans cette zone-là. Et monsieur de l'époque, qui n'avait que 20 ans, qui venait de sortir de l'école d'ingénierie, donc il avait eu son bac un peu tôt et qui avait décidé de travailler. Son père avait un petit local dans cette région, il n'avait pas les moyens d'avoir un autre local à l'époque. Il s'est lancé dans la fabrication de ces circuits électroniques. 6 mois après, bien sûr, il avait eu les moyens de prendre un autre local. Mais ce monsieur qui a peut-être, sa vie a été en danger pendant 6 mois, a quand même réussi, sous les bombardements, à faire quelque chose. Pardon. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est aussi pendant une période assez difficile de l'histoire du Liban contemporain. Un investisseur libanais qui avait à un moment donné été nommé numéro 2 au Crédit Lyonnais en France m'appelle en me demandant de travailler sur un projet. Il avait convaincu la direction du Crédit Lyonnais de faire toute l'impression de ces documents. À l'époque, le budget était de plus d'1 200 000 au Liban. Alors, avec la Chambre de commerce de Beyrouth, on avait à l'époque donc travaillé sur cette mise en place on avait fait appel à plusieurs fournisseurs pour ne pas concentrer le travail dans une seule organisation. Et finalement, le président du Crédit Lyonnais a sauté. Donc le numéro 2, par correction, a présenté sa démission parce que c'était l'autre qui l'avait recruté par chasseur de tête. Le projet est tombé à l'eau. Mais donc c'est le deuxième élément qui m'a fait... qui a conforté ma conviction qu'on ne doit pas arrêter de travailler, même si la guerre est là, même si les conflits sont là. Moi, j'ai vécu 17 ans de guerre, je n'ai pas arrêté de travailler. Je veux dire, les gens continuent à vivre, continuent à produire. C'est un peuple qui a une résilience, qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être valorisé, d'être... voilà, c'est un peuple qui... C'est pas ce que j'ai dit. Non, je continue ma logique. C'est ce que j'ai dit. Inviter la diaspora qui existe dans les autres pays à rentrer au pays maintenant. Je vais expliquer mon projet. Mon projet n'est pas du tout d'inviter les gens à rentrer. Et de rester au Liban, ça c'est connu des Libanais. Et moi aussi, tout comme Mounir qui est là parmi nous, ce sont des exemples. Moi je suis de la diaspora, je vivais en France, je suis rentré au Liban, j'y suis toujours, malgré les événements. Mais inviter des gens qui ne connaissent le Liban depuis une trentaine, cinquantaine d'années à rentrer maintenant dans cette situation. Ce n'est pas mon propos, c'est pas du tout mon propos. On va voilà. Donc le troisième exemple qui m'a conforté dans ma logique, c'est que au niveau personnel, moi j'ai un site internet qui s'appelle Asda, qui ne parle que de la communauté libanaise à l'étranger, qui fête ses 20 ans cette année. On a voulu développer une application mobile pour que les gens puissent rester connectés, que là où ils vont dans le monde, qu'ils sachent où se trouvent les restaurants libanais, le médecin, l'avocat, l'agence de voyage pour changer leur billet, enfin tous les détails logistiques, les fournisseurs dont ils peuvent avoir besoin. Et c'est très simple, l'appel d'offres à Paris, le moindre coût c'était 15 000 €, à Beyrouth c'était 4 500 $. La même société d'ailleurs. Donc une des sociétés qui a une succursale au Liban et une autre en France nous a fait la même offre, mais en France à 15 000 €, au Liban à 4 500 $. Donc un quart du prix, en parlant de la parité euro-dollar. Donc c'est encore une autre raison qui me conforte dans ma logique. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans une aventure. Il faut savoir que par rapport à la communauté libanaise, donc M. Sabra a très bien décrit la situation. C'est quand même... Il faut savoir qu'au Brésil, 1 sur 5 des élus du Brésil, à tous les niveaux, maire, député, gouverneur, 1 sur 5 est d'origine libanaise. Le 8 millions n'est pas exagéré, ça c'est sûr. En Argentine, il y a 2 millions. Sur les 2 millions, il y a quand même 28 députés, 3 ministres en exercice, plus 8 gouverneurs sur
bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des chiffres, il y en a à non plus finir. Mais le forum que vous organisez, justement. Quel est son contenu et comment vous touchez la diaspora? Comment ça se passe concrètement? Alors, le point de départ, c'est que la diaspora libanaise injecte au Liban chaque année entre 7 milliards et 9 milliards de dollars. C'est les chiffres de la Banque du Liban, de la World Bank, etc. Mais pour moi, ces 7 milliards peuvent disparaître du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui, ces transferts sont faits par raison affective, parce qu'il y a des grands-parents, parce qu'il y a des vieux encore qu'on soutient, des frères, des cousins, mais que la deuxième ou troisième génération qui vient n'aura plus ces liens affectifs avec le pays d'origine. Donc, et je pense que ça va être la même chose pour les Algériens, les Tunisiens, tout. Donc, ce flux d'argent va tarir d'un moment à l'autre ou va s'amenuiser au fur et à mesure. Donc, il faut trouver des solutions durables. Bon, trouver une solution durable, c'est le business, c'est la poche. On sait très bien que dès qu'on dit à une personne, vous pouvez faire des économies à cet endroit, vous pouvez faire plus de business, donc maintenir l'emploi, développer votre entreprise, développer votre marché, bien sûr que c'est plus attirant que de dire envoyer juste pour faire l'aumône, comme disait monsieur tout à l'heure. D'où le DOL, donc c'est Diaspora Outsourcing in Lebanon. On invite une centaine de chefs d'entreprise d'origine libanaise de 32 pays à venir rencontrer à travers un process qui est assez professionnel et un peu lourd pour nous, mais qui finalement permet à ces personnes qui participent de rencontrer au moins 45 fournisseurs que eux auront choisi dans la liste des sociétés qu'on leur a soumises. Et 2 semaines avant l'événement, ils auront un programme déjà de B2B préétabli avec le profil de chaque entreprise, le profil de l'intervenant. Et c'est vrai qu'on pense que c'est une chose qui doit se faire à long terme. Donc on a même pensé à l'après. Il y a cet événement qui aura lieu en octobre. Il faut dire qu'on est porté aussi par beaucoup de partenaires au Liban et à l'étranger. Donc au Liban, on a quand même comme partenaires principaux la Chambre de commerce de Beyrouth, on a la Chambre de commerce de Paris et la Fédération des chambres de commerce du Liban, pas que Beyrouth, pardon, la Chambre de commerce de Paris Île-de-France, par IDAL. Leurs représentants sont dans la salle de toute façon. On est porté aussi par l'Association des banques du Liban, la Banque du Liban qui nous soutient beaucoup et qui nous aide à réfléchir à l'après. Donc on a décidé de créer des clubs économiques. À la fin de cette rencontre, on a dédié une demi-journée aux leaders qu'on aura repérés pendant ces 2 jours et demi, qui voudraient bien s'engager à aller plus loin dans la réflexion et dans l'action par secteur d'activité. Et donc ces leaders-là, par secteur, vont rencontrer le ministre concerné, en poste, plus les 3 directeurs clés de ce ministère, parce que le ministre saute, mais la direction continue, plus le secteur privé qui représente ce secteur économique, plus la commission parlementaire qui légifère dans ce domaine, parce qu'on parlait de loi, il y a un problème législatif dans tous les pays de la Méditerranée, je pense au moins du sud de la Méditerranée, elles ne sont pas toujours adéquates au marché, au développement du marché, ou à ce flux migratoire qui va, qui vient, qui peut revenir, qui pioche quand il peut, qui verse quand il peut ou quand il veut. Donc cette réunion-là va être le point de départ pour un plan d'action quinquennal. Et ces émigrés vont s'engager à travailler pour l'amélioration de ce secteur à travers leur expérience, leur bonne volonté, leur mentorat, leur tutorat. Et selon vous, les autorités nationales ou voire régionales, il y a une action particulière que vous sollicitez? Écoutez, pour le moment, on est soutenu. Moi, je ne peux pas du tout. Au contraire, je bénéficie. Non, mais en direction des entrepreneurs, est-ce qu'il y aurait quelque chose... Sabra dit, par exemple, il serait bon que ceux qui sont à l'étranger et qui sont d'origine libanaise acquièrent la nationalité, c'est la moindre des choses. Bon. Moi, je vais vous dire que le ministère des Affaires intérieures, enfin, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères ont mis des procédures, mais il a dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers, ça c'est sûr, mais la loi existe. Moi, j'ai fait inscrire la gouverneure d'une région en Argentine, dont l'arrière-grand-père est parti en Argentine.
Elle ne savait même pas qu'elle était d'origine libanaise, mais elle avait les yeux, elle avait le faciès d'origine libanaise. Je suis allée la voir, on était lors d'un déjeuner, elle était assise à côté de moi, je lui ai dit, vous n'êtes pas d'origine libanaise? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous demander un service? Elle m'a dit, elle ne savait pas quoi, enfin, elle ne savait même pas pourquoi. Je lui ai dit, vous avez quelqu'un encore de vieux dans la famille? Est-ce que vous avez encore quelqu'un de très âgé? Elle m'a dit, oui, ma grand-mère. Donc, est-ce que vous pouvez aller voir dans son grenier, ou demandez-lui si elle a des papiers de son père. C'était sa grand-mère paternelle. Est-ce que vous pouvez retrouver des papiers dans la maison? Elle a cherché, elle a trouvé un coffre dans lequel il y avait le document, le parchemin turc, qui exprimait, enfin, qui justifiait de l'identité de son arrière-grand-père. Mais c'était en arabe, bien sûr. Moi, je lui ai dit, chercher des papiers en arabe. Elle ne savait même pas que ça existait. Elle a été à l'ambassade du Liban en Argentine. Elle a fait, enfin, pas en Argentine, pardon, en Uruguay, excusez-moi. Et elle a présenté ses papiers. 3 mois après, elle avait la nationalité. Parce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Elle avait le papier avec donc, le carnet de famille qui explique que cette personne s'était mariée, elle a eu tels enfants, le tel enfant s'était marié, il a eu tel enfant, le tel... Donc elle a remonté par le carnet de famille uruguayen au grand-père ou l'arrière-grand-père qui est venu du Liban avec un parchemin turc, et c'est comme ça qu'elle a obtenu la nationalité. Elle ne savait même pas qu'elle avait des origines libanaises, parce que personne n'en avait jamais parlé dans sa famille. Donc, et ça, c'était dû juste à la décision du patriarche maronite du Liban, qui avait été visiter les maronites d'Argentine, d'Uruguay, enfin, il a fait une tournée. Moi, j'avais accompagné en tant que journaliste, et voilà comment les choses peuvent se faire. La loi existe, les mécanismes existent, c'est juste le fait qu'il n'y a pas encore cette volonté d'aller. Il y a une fondation chrétienne qui a été créée pour aller chercher ces gens-là, mais finalement, elle s'est retrouvée à travailler pour tout le monde, pas que pour les chrétiens, ce qui est mieux pour le pays, et qui a créé des bureaux un peu partout, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, en France, un peu partout, pour essayer d'aider les Libanais à récupérer. Et vous notez un engouement pour investir au Liban de la part de la diaspora, ou c'est quelque chose de... Alors moi, je vivais mollo. Je leur dis au départ, outsourcer au Liban. Ça, c'est la première étape. Votre poche en sera mieux, vous allez économiser, vous allez faire des réductions de coûts, donc vous gardez les emplois dans votre entreprise en France ou là où vous êtes, donc votre santé est meilleure, enfin, au niveau financier. Si vous pouvez aller plus loin, les structures sont là pour vous aider. Mais on a créé un programme qu'on appelle One Contract a Year, un contrat par an, où ils s'engagent à faire au moins un contrat par an avec le Liban, avec un fournisseur libanais. S'ils s'engagent et qu'ils signent cet engagement, nous, pendant 1 an, on le soutient dans toutes ses démarches administratives, financières, légales, tout ce dont il peut avoir besoin, on le soutient gratuitement, parce qu'il s'est engagé à travailler avec le Liban. Voilà, ça c'est notre projet. Et... Très bien. Merci beaucoup. Vous terminez cette session. On va se prendre 10 minutes, un quart d'heure, éventuellement pour des questions, des précisions que vous souhaiteriez.